Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. Alors, je vais vous parler de la petite boxeuse. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis le dirigeant d'un petit club de boxe taille à Boulogne. Et donc, ce que je vais vous raconter, c'est au travers d'une petite fable, je vais vous parler du droit des contrats et de la psychologie des contrats, finalement. Donc, il y a une quinzaine d'années, j'avais dans mon club une petite boxeuse très, très efficace. Évidemment, ce n'est pas sa photo, c'est ChatGPT qui me l'a suggéré. Et c'était d'ailleurs assez marrant parce que je la voyais partir en talons aiguilles après le cours et je me disais que si quelqu'un se méprenait dans le métro sur son caractère inoffensif, il risquait d'être une perforation du thorax par ses talons aiguilles. J'aurais pas aimé, enfin, je me sentais presque responsable de ça. Et elle m'annonce un jour qu'elle va quitter le club parce que elle doit aller suivre son copain qui va faire un MBA à Boston. Son copain est médecin, elle est infirmière. Et puis, il se trouve que j'ai, à l'époque, mon associé Alberto, qui était basé à Boston, qui était lui aussi un ancien du MIT, qui a fait son MBA. Et sa, sa femme aussi avait fait le MIT. Donc, il dit, mais appelle-les, regarde, ça va être intéressant, vous allez pouvoir, enfin, il va pouvoir t'aider. Et en fait, malheureusement, quand je la vois 9 fois plus tard, parce que je vais assez souvent à Boston, elle m'explique elle a été larguée par son copain. Alors je dis, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas contacté mon copain Alberto? Il aurait pu t'aider, etc. Et elle me dit, non, mais en fait, t'inquiète pas, on avait décidé que si on avait un problème, c'est moi qui gardais l'appartement. Donc en fait, on est en train de parler de la notion de contrat et du fait et se poser la question, est-ce que le contrat protège vraiment la relation? Alors, je vous rappelle que le contrat est considéré dans le droit français comme étant une loi que les parties enfin, comme étant aussi fort que la loi entre les parties qui ont signé. Donc, c'est-à-dire que, en fait, on va s'entendre sur la chose et sur le prix. On va s'entendre sur ce qu'on va faire et ce qu'on va payer, qui va payer quoi. Donc il y a une notion de libre décision, hein. Il faut que celui qui décide soit effectivement capable de décider, qu'il soit majeur, qu'il soit responsable, qu'il ait au moment de la décision toutes ses capacités. Et puis on va s'interroger éventuellement sur le fait que on a vraiment bien décrit la chose sur laquelle on s'entendait. Et puis le prix, est-ce que le prix il est déterminé? Est-ce que c'est un montant qu'on sait évaluer? Ou est-ce qu'il est déterminable? C'est-à-dire on va s'assurer que le prix peut être fixé euh, enfin, comment dire, de manière indépendante aux parties. C'est pas vous qui allez décider le prix plus tard en disant j'ai décidé que. Euh, Et dans ces conditions, on a un contrat. Donc, on a un contrat, donc quelque chose qui normalement euh, se, se, se décide entre, enfin, comment dire, s'impose à ceux qui ont signé le contrat. Alors évidemment, comme toute loi, comme tout contrat, comme toute loi, tout contrat est soumis à l'interprétation du juge. C'est-à-dire que c'est le juge qui va décider si euh, il y a eu effectivement une rupture des désengagements et qui va décider qu'est-ce qu'il impose aux parties. Et donc ça pose la question de ce qu'on va mettre dans le contrat. Est-ce qu'on va mettre une clause qui dit en cas de rupture, tu t'engages à continuer à payer l'appartement pour moi? Ou est-ce qu'on va dire, euh, en cas de rupture, super mal ce que tu as fait, et on pourra demander à un juge de réparer les dommages, prenant en compte
à la fois les aspects moraux, les aspects économiques, les, et dans les aspects économiques, on prendra en compte à la fois l'argent que j'ai mis sur la table, mais aussi toutes les opportunités que ça m'a fait perdre. Entre les deux, finalement, c'est la libre interprétation du juge qu'on encadre plus ou moins et qui va ouvrir un domaine d'incertitude plus ou moins large. Et là, ce qu'on a fait dans le cas de la petite boxeuse, c'est que finalement, on a décrit le prix de la rupture, et ce faisant, à la fois, on l'a rendu moralement possible, puisqu'on l'avait envisagé initialement, et économiquement possible, puisque finalement, on sait ce que ça va coûter. Alors du coup, si on ne regarde pas, si on élargit les contrats au-delà de l'aspect euh, juridique, eh ben, on peut se poser la question de l'aspect psychologique. Et dans la psychologie, ce qui se rapporte au contrat, c'est l'engagement. Donc l'engagement, je vous rappelle que c'est un engagement, c'est quelque chose que l'on a décidé et qui va avoir des facteurs euh, de renforcement de cet engagement qu'on va voir plus tard. Donc l'engagement, il suppose une libre décision. Il suppose on puisse considérer qu'on a décidé par soi-même. Donc aussi bien la décision première de rentrer dans le contrat, de rentrer dans la relation, que la décision de rompre ou pas la relation. Cette libre décision, elle est d'autant plus forte qu'elle est coûteuse, que c'est un engagement coûteux. Donc c'est-à-dire que les gens sont conscients qu'on a fait ça, alors qu'on aurait pu faire autrement pour moins cher. Si on est conscient de ça, ça veut dire qu'on a mis une valeur de plus dans l'engagement. Le deuxième aspect qui va augmenter la valeur de l'engagement, c'est l'aspect public. Quand on est obligé de dire à ses proches, oui, je me suis engagé à faire ça et je sais que vous êtes au courant, il y a derrière la justification de voilà pourquoi je l'ai fait, voilà pourquoi je pense que c'est une bonne décision. Donc on a en fait une augmentation de la charge qu'on met derrière cet engagement. Le troisième aspect, c'est l'aspect transcendant de l'engagement. On l'a fait pour autre chose que soi et son propre ego. On l'a fait pour quelque chose qui nous dépasse, pour quelque chose qui est plus grand que nous. Alors, est-ce que cet aspect psychologique des choses est plus efficace? Bah, c'est contextuel, hein. C'est-à-dire que si on travaille avec un grand groupe, c'est probable que c'est probable que dans le grand groupe, on ait des risques de trahison de l'engagement. Parce que dans le grand groupe, l'engagement, la décision est beaucoup moins euh, euh, libre, coûteuse, publique et transcendante. Oui, c'était le DG de l'époque qui avait décidé. Moi, j'étais contre. D'ailleurs, je l'ai toujours dit. Et maintenant qu'il est parti, eh ben, j'ai trouvé des moyens de rompre le contrat. Donc on a dans ce cadre une tentation de rompre par la partie adverse et donc une nécessité de se protéger autrement que par des moyens psychologiques. Et puis pour le grand groupe, euh, il est possible que ce soit plus simple de gagner en justice parce qu'ils vont avoir plus de mal à masquer leur, leur décision. Ils vont avoir plus de mal à
ne pas faire d'erreur. Et puis, il y a clairement un effet Robin des Bois quand on va face à un tribunal. Maintenant, si on traite avec un entrepreneur, eh ben, l'engagement est plus sûr. On a plus de chances, en fait, de, de, de pouvoir, euh, lutter, enfin, de pouvoir maintenir une relation grâce à un engagement bien fait et bien partagé entre tous. Alors, en conclusion, moi, je vous recommande de faire attention au juridisme. C'est-à-dire que souvent, à vouloir faire un contrat trop parfait, eh ben, on va perturber l'engagement, on va perturber l'attachement psychologique que chacun met dans la relation. Évidemment, il faut se protéger à minima, mais sans que ça paraisse comme une protection. Donc le mieux est d'obtenir des écrits de tous les engagements successifs, de toutes les discussions successives, de tout ce qui décrit parfaitement la relation telle qu'on était dedans, et qui permet en fait de présenter éventuellement à un juge une histoire, si c'est nécessaire, de présenter une histoire qui colle parfaitement avec la nôtre et qui soit bien soutenue par les éléments concrets et écrits que l'on a pu collecter au fur et à mesure de l'avancée de la relation. Voilà l'histoire de ma petite boxeuse, qui est une histoire qui me paraît très intéressante dans cet aspect de l'autorisation morale que donnent certaines clauses contractuelles. Merci Jean-Christophe pour cette histoire de petite boxeuse et le contrat et la partie psychologique. En t'écoutant, j'étais en train de me dire que on était bien loin du temps des cow-boys et du western dans lequel juste on crachait dans la main et puis on se serrait la main et puis c'est bon, on avait un deal. Écoute, l'histoire des westerns est justement très intéressante parce qu'il est probable que toutes les peines négociées sur le terrain par des gens de bonne volonté aient été détruites par des bureaucrates de Washington qui finalement n'étaient pas tenus par l'engagement de leur côté. Exact. C'est une Bien bonne souvent. illustration de cette contextualisation de avec qui est-ce qu'on est en train de passer un contrat. Hmm. Et on le vit d'ailleurs au quotidien lorsque justement on est dans un processus, j'allais dire, commercial où on traite quelque part avec une première facette de l'organisation d'en face qui va nous écouter, bien écouter nos besoins et nous recommander le meilleur produit pour nous. Et puis ensuite, on commence à rentrer justement dans les processus autres de livraison du produit ou des choses comme ça. Et là, on se rend compte que ben, tout ne roule pas aussi droit que ce que nous avait promis justement le vendeur ou le commercial, parce que, ben, encore une fois, lui, il a fait son travail, mais après le reste, ça ne dépend plus de lui. Oui, c'est ça, c'est le. Alors, alors là, ça décrit à la fois la notion de est-ce qu'on est bien d'accord sur la chose, est-ce qu'on a bien décrit tout ce qui allait se passer et qui allait faire quoi dans chacune des possibilités qu'on a en face de nous. Mais on a aussi donc cette, euh, cette décision, plus elle est dispersée, et moins on peut se reposer sur les notions d'engagement dans la psychologie, et plus on doit s'engager sur des notions de contrat. Mais il ne faut pas oublier que les contrats, même dans une grande organisation, ont un effet puisque la signature va impliquer plein de parties prenantes en interne. Ça peut prendre plus de temps, mais ça peut mieux protéger dans le fait que chacun aura
mis sa signature, a mis son accord sur les différentes clauses qui lui sont importantes. Et ça, il arrive qu'en négociation, on ait des clauses qui arrivent, oui, des clauses dans le contrat qui soient inacceptables et qui soient l'expression d'un rejet de l'accord par une partie de l'organisation et qu'il faut peut-être mieux comprendre pourquoi il y a un rejet et obtenir un accord global plus que simplement une négociation sur la clause elle-même. Hmm. Aller voir le service dans l'organisation qui a l'air de considérer que ça vaut le coup d'essayer de bloquer l'accord par par une proposition inacceptable. Et pourquoi est-ce qu'ils en sont à vouloir rejeter l'accord? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas s'engager sur le fait que l'accord est bien avant au lieu comment dire, de chercher sur le tapis vert à imposer une clause que le signataire va être d'accord pour avoir parce qu'il va comprendre qu'elle est raisonnable, mais que celui qui avait proposé la clause va utiliser comme moyen de se désengager et de dire, moi, vous savez, j'étais pas d'accord, j'aurais été d'accord si ma clause avait été acceptée, mais lors de la négo, lors du signing, vous avez décidé de dénaturer ma clause. Ça, c'est du coup la décision, elle est sur vous. Moi, je ne suis pas concerné. Hmm. Et le jour où je redeviendrai en capacité à imposer ma décision, alors je ferai rompre le contrat sans que ça me coûte moralement quoi que ce soit. Voilà un petit passage dans le domaine Du droit et de la psychologie. du droit et de la psychologie. Mais cet aspect, effectivement, hein, cet aspect moral qu'on raccroche à la psychologie, hein, euh, est primordial, je pense, dans les échanges entre humains, Oui, puisqu'effectivement, oui. Oui, pour peu qu'on ait l'intention de passer du temps ensemble, de travailler, d'être dans le même univers pendant longtemps, il y a importance à garder enfin, il y a un incentive à garder une vraie cohérence de comportement. Et la cohérence de comportement, c'est ce qu'on appelle la morale. les, euh, la morale des voyous, euh, c'est ces fameux voyous qu'on respecte, c'est des voyous qui sont cohérents dans leur comportement et qui vont effectivement prendre en compte dans leurs décisions ce qu'ils ont fait dans le passé pour que ça paraisse lisible. hmm, parfait, Voilà. parfait. Frédéric, Franck, vous avez des réflexions? Au micro est pas Micro, ouvert. micro. Faut qu'il le cherche. Ah, ça, c'est sympa, merci. Ouais. Oui, non, en quelques mots, simplement, tout cela s'inscrit dans un cadre de réflexion qui nous touche et qui est celui de l'agilité d'un cadre juridique d'échange entre partenaires, ce qui pose un vrai problème, hein, l'agilité qui peut entraîner des freins rendant les transformations complètement impossibles sur ce plan-là, qui est le plan juridique. Et je suis très heureux d'avoir constaté ces dernières années qu'un élément très important a permis de rendre un peu plus souple tout cela, c'est que face à des juges, la preuve par un simple email, même pas accusé de réception, suffit. Et ça a débloqué plein de choses. Oui, Donc, je te rejoins sur le fait que des échanges peuvent
compléter ou suffire ou rendre les choses plus souples, d'autant plus qu'il y a cette valeur juridique d'un email sans accusé de réception. Pour moi, c'est clé. J'ai, j'ai terminé de parler. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, c'est encore mieux si on envoie ça comme un email qui demande confirmation à l'autre de est-ce que j'ai bien compris, est-ce que t'es est-ce que ce que je raconte n'est pas trop déconnant, et avoir quelqu'un qui réponde en faisant non, attends, sur ce point-là, je suis pas d'accord, mais c'est vrai que le reste est bon. Et du coup, c'est encore mieux quand ça arrive d'une façon complètement casual, enfin, complètement anodine en fait. Tu as raison. Le tout, c'est que ça ne vienne pas entraver cette souplesse que j'évoque. Ouais. Euh, mais donc, faut doser. Si tu peux très facilement obtenir ça, et même si on pouvait avoir ce contrat bâti avec une énorme souplesse et in fine signé, je suis d'accord, c'est encore mieux. Oui, 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 tout à fait. Oui, Frédéric? éviter la lourdeur du formalisme de Ouais. je me mets du côté d'une table, toi de l'autre côté de la table, et bon, bah, allez, c'est parti, on sort nos stylos rouges et Alors, Frédéric nous dit c'est une bonne relation entre l'aspect juridique, technique, l'intervention d'un tiers, l'aspect psychologique et la détection d'une attitude courante Cassandre, je vous l'avais bien dit, qui pose des mines pour l'équipe future en faisant semblant d'être dans l'équipe. Donc c'est vrai il y a il y a cette façon dans un groupe où on voudrait avoir l'assentiment de tout le monde, pour certains, de poser des moyens de se déjuger plus tard. Donc, c'est pas que les gens vont changer leur avis, c'est qu'ils vont s'efforcer de ne pas exprimer leur avis s'il est contraire, mais en se laissant la possibilité, du coup, de l'exprimer plus tard quand l'opportunité viendra.